Bonjour à tous, bonjour Fabien Roussel. Bonjour à vous, Madame Martichoux. Vous êtes le patron du Parti communiste, vous signez Ma France, heureuse, solidaire et digne, 16,50 € au Cherche Midi. Et puis, je le disais tout à l'heure, c'est la fiesta, c'est la bamboche, c'est la fête de l'humain à la Courneuve. Il n'y avait pas eu d'édition 2020 à cause du Covid et vous revenez. Donnez-moi un petit aperçu du programme, tiens. La France a C'est rendez-vous gratuit. avec une grande fête populaire. C'est la fête de l'humain, unique en France, même en Europe. Le programme. Le programme, c'est des rendez-vous politiques. J'aurai un débat avec Valérie Pécresse, mais c'est aussi des artistes, Ayam, Souchon, Louis Chédid, Fianso, Juice, des artistes français, internationaux, du rap, de tout. Voilà, c'est un grand festival, mais un rendez-vous aussi politique, social, de tous ceux qui aiment la fraternité, la paix, la culture, la gastronomie. Toutes les régions françaises seront là, avec des militants du Parti communiste français qui tiennent les stands. C'est ouvert à partir de cet après-midi, c'est un grand rendez-vous, venez. Je sais qu'il n'y a pas eu beaucoup de publicité parce qu'il y a cette crise sanitaire et on ne savait pas si on pouvait tenir ce rendez-vous. Il se tient dans les meilleures conditions et ce sera une grande fête populaire. Ça, c'est dit. Merci pour le programme et cette publicité gratuite, mais c'est un grand événement politique pour le Parti communiste. Vous l'avez dit, vous débattez avec Valérie Pécresse, ce sera sur la réindustrialisation. Vous auriez pu débattre avec elle de la sécurité. Je voudrais vous soumettre un cas pratique, Fabien Roussel. L'adjoint au maire communiste de Corbeil-Essonnes, Michel Noailles, a dénoncé hier un guet-apens tendu aux policiers mercredi dans la soirée sur sa commune. Il y a eu 6 jours d'affrontement. Il y a un véhicule de police qui effectuait une ronde et il y a un attroupement d'une trentaine de gueuses, de personnes qui manifestement guettaient le véhicule et qui l'a fait reculer, d'où la notion de piège. Vous êtes élu président, puisqu'aujourd'hui vous êtes candidat à la présidentielle. Quelle réponse apportez-vous à ce type d'affrontement entre les jeunes et la police dans les cités? Mais j'ai suivi ce qui se passait à Corbeil-Essonnes. Je pourrais employer les mêmes termes que cet élu communiste. Et je sais que les maires communistes, comme tous les maires de notre pays, sont confrontés à des difficultés comme celle-là, à des guet-apens qui peuvent se tenir contre nos forces de l'ordre. Vous dites aujourd'hui, c'est bien la raison pour laquelle aujourd'hui c'est la guerre. C'est pas un lexique habituel à gauche. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais justement, j'ai souhaité, dès le début de la campagne, parce qu'il y avait cette actualité terrible avec ces policiers qui avaient été sauvagement assassinés, j'ai voulu mettre les pieds dans le plat et dire oui, à gauche, nous avons un discours à tenir sur les questions de tranquillité publique, de paix sociale, de sécurité, parce que c'est une préoccupation qui touche nos concitoyens et les classes populaires, notamment ceux qui habitent dans les quartiers, mais aussi ceux qui sont dans les villages. Je connais des retraités qui habitent dans ma commune de Saint-Amand-les-Eaux, dans les villages de la Mandinois, et qui aussi ont peur des cambriolages. Donc, vous êtes élu président de la République, vous faites quoi? Nous devons mettre des moyens pour renforcer nos forces de sécurité intérieures, gendarmerie, police. Et je réclame une police de proximité dotée de 30 000 hommes et femmes statutaires, pas de la police privée, pas de la police municipale. C'est quoi la police de proximité? Une police de proximité, mais on connaît, on l'a eu en France, avec ces policiers qui étaient là, qui vivaient avec les gamins et les familles au pied des tours. Ils se connaissaient, ils pouvaient agir dans la proximité. Mais je n'ai pas dit que ça... Ça existait avant, pardon. Oui, La police de proximité, ça fait des années qu'on entend, ça existait avant, vous avez raison, mais avant, est-ce que vous admettez que c'était différent? Il y avait des problématiques différentes. C'est pas qu'avant, ça ne marchait pas, c'est qu'aujourd'hui, c'est pire. Enfin, vous avez bien vu que sous le gouvernement Sarkozy, il y a eu 13 000 postes de policiers qui ont été supprimés, des services de renseignement qui ont été supprimés, et qu'aujourd'hui, nous sommes obligés de reconstruire une véritable police nationale. Donc vous dites 30 000 hommes et femmes en plus. Mais quitte à reconstruire une police, je souhaite une police de proximité mieux formée, statutaire, pas de la police municipale privatisée comme le proposent la droite et l'extrême droite. Et c'est pour ça que je suis en colère. C'est incompatible? Oui, c'est incompatible. Parce que la question de tranquillité publique, de sécurité, c'est une question de politique nationale. Et on ne peut pas déléguer ça ni à des communes qui en ont déjà jusque-là, ni à des sociétés privées. Et c'est pour ça que je souhaite que la gauche s'empare de cette question. Mais alors, la répression, c'est votre truc, Fabien Non, Roussel? c'est pas ça. C'est pour ça, laissez-moi aller jusqu'au bout. Parce que j'ai tenu les deux bouts. J'ai demandé à ce que l'on redonne des moyens à nos forces de sécurité intérieure. J'ai rencontré les syndicats et nous avons échangé là-dessus. Ils sont bien contents des propositions que j'ai portées. Mais j'ai demandé aussi à ce que l'on fasse rentrer de nouveau la République dans tous ces quartiers où la République a reculé,
où elle est même en difficulté aujourd'hui avec des guet-apens. Les Français ne veulent pas des mots. Non, mais je vais vous dire, que... je vais vous dire, faire entrer la République, c'est qu'aujourd'hui, les services publics ont disparu de ces quartiers. Les communes ont perdu des moyens. On a fermé des écoles. Les communes n'ont plus de moyens pour équiper avec des équipements sportifs, culturels, pour faire vivre ensemble ces familles. Vous avez vu le film Bac Nord ? Vous avez vu le film Bac Nord ? Pas encore, mais je vais aller le voir. On a besoin de donner des moyens à nos éducateurs. Les éducateurs qui sont dans ces quartiers, qui ont pour mission de suivre des gamins pour lesquels il y a eu des signalements. Vous savez qu'un éducateur, il a en moyenne 100 gamins à suivre. 100 pour une personne. Comment peut-il le faire correctement ? Il faudrait presque, dans certains cas, un éducateur pour un gamin. Prendre la question par les deux bouts de l'omelette. Vous voyez, si vous dites école, logement, éducation, association, moyens pour les communes, transport. Vous avez vu à Marseille la question des transports, il n'y a même plus d'arrêt de bus dans ces quartiers et dans les villages, c'est pareil. Je peux vous poser une question. Donc c'est un plan global qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir répondre à ces questions de sécurité. Éducation, on va s'arrêter justement sur une des propositions d'Emmanuel Macron à Marseille, qui veut expérimenter l'autonomie, une forme d'autonomie qui serait donnée aux enseignants pour recruter, pour organiser l'emploi du temps, etc. Ça, c'est la vieille lune des libéraux sur l'école, c'est-à-dire on va autonomiser de plus en plus l'école et on va faire en sorte que chaque école, demain, ait son propre budget, son propre directeur, sa propre, son propre programme, mais c'est la fin de l'école de la République. Enfin, on ne peut pas aujourd'hui faire avec nos écoles primaires, élémentaires, nos collèges et nos lycées ce qu'ils ont fait avec l'université, l'autonomie des universités. On a besoin d'une école de la République qui enseigne partout, où que l'on soit. Elle marche bien l'école de la République. Elle marche bien l'école de la République. Est-ce que vous ne faites pas confiance ? Laissez-moi poser une question. Est-ce que vous ne faites pas confiance aux enseignants ? Aux enseignants, est-ce qu'ils n'ont pas la possibilité d'organiser le fonctionnement propre de leur école de façon à ce que les élèves et les profs s'épanouissent et apportent le meilleur sur une question clé. Je vous invite à écouter ici un enseignant, inviter un enseignant. Ce qu'ils demandent, c'est d'avoir qu'on les respecte un peu plus. Ils veulent de la reconnaissance sur le métier, qui est de plus en plus difficile. Ils veulent avoir des classes de 20 à 25 élèves par classe. Ils demandent de pouvoir que les élèves aient plus de temps d'enseignement. Ils ne demandent pas à travailler plus, ils travaillent déjà beaucoup. Mais qu'il y ait plus de professeurs pour donner plus de temps d'enseignement aux élèves. Eux-mêmes disent que nos enfants passent de moins en moins de temps à l'école, ils ont de moins en moins de temps d'enseignement. Et donc, ils demandent de plus de moyens et ils demandent l'égalité. Ils demandent à ce que les devoirs soient faits à l'école, par exemple. Et qu'il y ait les mêmes écoles, que l'on soit à Marseille, dans les quartiers nord, qu'à Neuilly. Voilà. C'est pas légitime de demander ça. Enfin, vous ne pensez pas que dans une république, justement, que l'on habite dans un village, dans une banlieue, dans une ville riche, comme dans une ville où se concentrent les difficultés, qu'on ait les mêmes moyens pour nos enfants. Voilà. Alors, j'ai parlé d'une proposition d'Emmanuel Macron, enfin, d'une annonce, d'une expérience qui va être menée, mais c'était déjà dans son programme de 2017. Votre proposition, par exemple, pour les jeunes, puisqu'on en parle, un revenu étudiant de 850 €, qui coûterait entre 20 et 23 milliards d'euros par an, et serait financé pour partie par les cotisations sociales des entreprises. Donc, 850 €, sans condition, à tous les jeunes, et payé par les entreprises. Tout à fait. J'ai fait une proposition, j'ai commencé d'ailleurs ma campagne là-dessus, c'est que je souhaite faire de la jeunesse une priorité et une grande cause nationale dans le mandat qui s'ouvre. Dans les 5 ans qui viennent, donnons le maximum de moyens à nos enfants, à notre jeunesse, pour leur garantir la meilleure formation au monde. Soyons ambitieux, la meilleure école, et leur garantir aussi que pendant leurs études, quand ils font le choix de l'enseignement supérieur, ils ne soient pas obligés d'aller travailler pour pouvoir étudier et qu'ils aient une allocation d'autonomie. Et c'est ce que je propose. Mais nous allons aussi plus loin. Nous voulons leur garantir à chacun d'entre eux, qu'ils aient un diplôme ou non, de pouvoir accéder à un emploi et qu'il n'y ait pas, comme tous les ans, 200 à 300 000 jeunes qui se retrouvent en galère. Vous payez comment ? Donc, parce que les Français, ils ont envie de propositions tenables. Donc j'y vais. Et réalistes. C'est pour ça que j'ai proposé, nous avons proposé, parce que nous ne sommes pas les seuls, et toutes les organisations de jeunesse attendent à ce qu'il y ait une véritable allocation étudiante, revenu étudiant. Est-ce que vous répondez à ma question ? Entre 800 et 850 € par mois. Nous proposons, nous, que ce revenu étudiant soit financé à part égale par la solidarité nationale, c'est-à-dire sur le budget de l'État,
mais aussi par une cotisation sociale, donc financée par les acteurs économiques, par les salariés, parce qu'il s'agit de nos enfants, parce qu'il s'agit Par des les salariés futurs... ou par les entreprises? Les Pas cotisations sociales. Les cotisations sociales sont assises sur la cotisation du salarié comme de celle de l'entreprise, du patron. Eh bien ça, c'est une source de financement importante parce qu'il s'agit de la formation de nos enfants et de l'emploi de nos enfants. Mais elle finance, ces j'invite... cotisations sociales, elles financent déjà beaucoup de choses. La maladie, la sécurité sociale, la vieillesse, etc. Donc vous les augmentez. Vous les augmentez. Oui, mais je suis pour avoir ce débat avec les Français, Madame Martichoux. Vous faites un référendum, par exemple, là-dessus ou pas? Puisque vous dites je fais un débat. Vous les consultez? Mais une élection présidentielle, c'est un immense référendum. Et donc ce sera l'occasion pour chaque candidat de présenter ce qu'il fera pour les retraites ou pour la jeunesse, par exemple. Et quand moi je dis, j'invite chaque Français, mais chaque entreprise, à réfléchir. Est-ce que l'on n'est pas prêt chacun à payer, j'en sais rien, on verra, ça sera le dialogue social, quand je serai président de la République, 5 euros, 6 euros par mois, mais ça garantit pour mon enfant une allocation étudiante pendant toutes ses études supérieures. Vous savez ce que ça coûte les études pour une famille ? Quand son gamin, on doit l'envoyer. Ce sera sur conditions de ressources? Pour une part, oui, sur conditions de ressources. Ce ne sera pas pour tous de façon indifférenciée. Donc, ce n'est pas un revenu non, sous conditions de ressources. Mais quand une famille doit envoyer son enfant étudier à Lille, à Grenoble, à Toulouse, qu'il faut payer un logement, qu'il faut payer la nourriture, ça lui coûte cher. Si en revanche, cette famille dit « j'ai cotisé pour ça et je sais que mon gamin, il aura cette allocation », eh bien, nous serons sereins pour les études de nos enfants. C'est une proposition révolutionnaire de faire de la jeunesse la grande cause nationale de ce mandat. Vous dites, Emmanuel Macron, dans votre livre, c'est la France ne touche pas au Grisby. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que... C'est pas un hommage à Belmondo, mais en l'occurrence plutôt à Gabin. Grisby, mais comme ils sont très proches. Mais c'est parce que le premier mandat, ce mandat d'Emmanuel Macron, et cette première année qu'il a faite en 2017, ça a été celui du président des riches. Les cadeaux qu'il a fait en 2017 et qui courent maintenant tous les ans ont été faramineux. C'est 20 milliards d'euros par an qu'il manque au budget de l'État parce qu'il les a accordés aux plus riches, aux multinationales, aux dividendes, au capital. Mais c'est terrible, c'est de l'argent qui manque pour répondre aux besoins de nos enfants, nos retraités. Il y a eu le quoi qu'il en coûte, il y a eu le quoi qu'il en coûte, pardon. Il y a eu après les gilets jaunes, combien? Vous vous rappelez combien de milliards ont été décaissés, comme on dit, au profit de ceux qui en avaient besoin, en augmentant les minima sociaux? Il n'a pas changé de politique, quand même, Emmanuel Macron. Non, mais vous rigolez, parce que sur les gilets jaunes... Je vous pose la question. Non, mais vous rigolez. Les gilets jaunes, je vais vous rappeler ce qu'il y avait au départ. Il y avait une taxe carbone, oui, donc on allait nous faire les poches, de 1, et de 2, il y avait la hausse de la CSG sur les retraités. Souvenez-vous la colère des retraités, quand même. Il n'a pas changé de politique, justement, sous pression. Mais il a juste... Ce qu'il avait pris aux retraités, il est revenu en arrière, il a baissé de nouveau la CSG, il l'a remise à son niveau initial, pour une part d'entre eux. Mais il y a une grande part des retraités qui ont vu leur CSG augmenter, leur pouvoir d'achat, il baisse aux retraités. Le pouvoir d'achat des retraités a baissé pendant tout ce mandat. Il faut leur rendre l'argent qu'on leur a pris. Politique. Mais bien sûr que non, il n'a pas changé de politique. Quand j'ai annoncé tout à l'heure à 8h15 que je vous recevais, j'ai reçu des tweets, comme c'est le cas sur Twitter. Bien sûr, ouais. Parfois, c'est pas... D'amitié, de fraternité, de soutien, d'encouragement. Rien contre Fabien Roussel, mais quel intérêt... Il est intéressant parce qu'il pose une question que beaucoup de Français se posent. Alors, je ne veux pas le citer, ce monsieur. Rien contre Fabien Roussel, mais quel intérêt de se présenter à la présidentielle de 2022 en sachant qu'on ne sera jamais élu? Essayer de monnayer ses idées au second tour, mais avec qui? C'est la question. Oui, je vous le montre, c'est pas du faux. Écoutez, c'est une question que d'abord, je trouve assez bien pourquoi on se posée. présente à l'élection présidentielle? Parce que la hausse des salaires que je mets en tête de gondole des propositions, la hausse des salaires aujourd'hui, c'est majoritaire chez les Français. Voilà. Nos idées, je pense que nos idées sont majoritaires chez les Français. Augmenter les salaires, augmenter les pensions, être le président de la République qui va défendre le pouvoir d'achat, baisser les factures, nationaliser EDF et Engie pour baisser la facture de gaz et d'électricité, nationaliser les autoroutes pour justement faire gagner du pouvoir d'achat à ceux qui ont la chance de partir en vacances, mais surtout récupérer de l'argent dans les caisses de l'État. Cette politique de nationalisation, de reconstruire notre industrie, de redonner du pouvoir d'achat aux Français et à la majorité des Français, pas la minorité qui a vu sa fortune doubler pendant ce mandat. Eh bien, vous voyez ces idées-là, elles sont majoritaires dans le pays. Essayez de monnayer ces idées au second tour, mais avec qui? C'est ce qu'il vous demande. Nous ne monnayons rien. Ce que nous voulons, c'est que la gauche gagne. Ce que je veux, c'est que les idées que je porte gagnent et qu'elles s'imposent
en France. Et pour cela, au second tour, nous, les communistes, nous avons toujours fait le choix du rassemblement, de l'union. Personne ne gagnera seul. Ni moi, ni aucun autre. Vous dites la principale Donc, différence avec Jean-Luc Mélenchon, elle est moins idéologique, même si on a des nuances sur la République, mais vous dites ce qui vraiment nous différencie de Mélenchon, c'est cette envie de rassembler qu'il n'a pas et que nous avons. Les bras ouverts. Je vais à cette élection présidentielle, les bras ouverts. Les bras ouverts, parce que nous avons besoin de rassemblement. Mais après le premier tour. Mais d'ailleurs, vous avez dû lire dans mon livre que je parle d'un pacte d'engagement aux élections législatives. Nous avons tant à faire aux élections législatives. J'invite les forces de gauche à travailler ensemble aujourd'hui sur l'ensemble. Duquel vous vous sentez le plus proche? Sur l'ensemble de ces circonscriptions. circonscriptions. À gauche vous savez combien il y a de candidats à gauche? Je ne sais pas, ils sont en train de se décider entre eux. Déjà maintenant, il y en a combien? Mais je ne sais pas, moi. Moi, je les ai comptés ce matin. Je ne sais pas où ils en sont. Vous êtes 7 pour l'instant. Entre ceux... 7. Oui, parce qu'il y a toutes les primaires, mais entre ceux... Non, j'ai pris un candidat vert, Hidalgo, Montebourg, vous, Mélenchon, Poutou et Artaud, ça fait déjà 7 sur la ligne de départ. Vous avez quoi, un espace électoral de 30%? Oui, mais je pense qu'il y en a autant... Par 7, vous n'êtes pas qualifié au second tour. Il y en a autant à droite. Donc, dans toutes les élections présidentielles, vous qui êtes une spécialiste de la vie politique, vous avez dû remarquer que dans toutes les élections présidentielles, il y a entre 10 à 15 candidats au premier tour. Tout le temps. Il n'y en a jamais eu en dessous de 10. Parce qu'il y a différentes sensibilités politiques en France. Et vous savez ce qu'ils aiment bien, les Français? Ils aiment bien choisir. Ils n'aiment pas qu'on leur dise ce qu'ils doivent voter. Et ils aiment bien surprendre. Ils aiment bien faire l'événement. Eh ben, l'événement de cette élection présidentielle, c'est pas seulement qu'il y a un candidat communiste, c'est qu'il puisse l'emporter. Alors vous voyez, ma France belle, rebelle et digne, j'y crois et je veux la faire gagner. Ma France heureuse, solidaire et digne. Alors on aurait pu passer l'interview sans parler de Zemmour, ce serait un exercice de style presque, mais on va quand même en dire un mot parce que c'est un phénomène. Votre livre, le titre, c'est un peu le miroir de son livre qui va sortir, qui développe son idée, son idéologie de France du déclin. Bon, son livre va se vendre, c'est à peu près sûr. Bon. Le vôtre, c'est plus compliqué. Qu'est-ce que ça dit? Bah, vous n'êtes pas sympa de dire ça, vous savez pas. On est en train de refaire un tirage. Je suis un peu taquine, mais vous pouvez admettre qu'il y a un phénomène d'édition autour de cet auteur et que c'est compliqué d'être compétitif. Mais parce que d'une certaine manière, il est rendu un peu incontournable dans les médias avec cette tribune qui lui est offerte quotidiennement à CNews. Je crois, j'ai cru entendre dire que ce serait enfin décompté de son temps de parole par le CSA. C'est une bonne chose. Mais ce que je souhaite, c'est que quand vous recevrez M. Zemmour ici, bah, vous lui poserez la question de ce qu'il pense du candidat communiste. Quand vous me demandez aujourd'hui de ce que je pense du candidat Zemmour. Est-ce que vous aimeriez débattre avec lui? Il y a trop de différences entre nous pour que nous ayons à débattre de quoi que ce soit. Ce candidat porte un projet néfaste pour la France. Sa hantise, c'est le grand remplacement. Il faudra qu'il l'explique. On ne sait rien de ce qu'il propose en termes de politique, justement, en faveur des salariés, des ouvriers, politique sociale, hausse des salaires, les pensions, les retraites. En matière économique, c'est nul. Son objectif, c'est le grand remplacement, c'est l'invasion des Arabes. C'est voilà. Il va passer son temps entre les plateaux et les tribunaux. Donc ça aussi, il faudra que les Français jugent de ce qu'il est capable de dire quand même, comme horreur, pour lesquelles il va dans les tribunaux. Donc j'ai peu de choses à échanger avec lui. Je n'ai rien à échanger avec lui. Donc je souhaite plutôt avoir un débat avec M. Macron, avec Mme Pécresse, avec M. Bertrand. Nous avons des projets complètement différents. Il y a aujourd'hui des projets de société entre la gauche et la droite qui diffèrent totalement entre ceux qui privatisent tout, qui défendent le capital, et ceux qui, au contraire, préfèrent redonner le pouvoir aux salariés, au monde du travail, et que l'on se réapproprie nos biens de production, nos services publics. Ce sont deux projets de société différents qui n'ont rien à voir avec ceux de l'extrême droite, et donc je n'ai rien à voir avec ces gens-là. La stratégie de l'étanchéité à l'égard, par exemple, à l'époque de Jean-Marie Le Pen, dans le débat public, rappelez-vous, elle n'a pas porté de fruits. Vous dites... J'ai commencé à... S'il était candidat... j'ai commencé à militer, à m'intéresser à la politique dans ces années-là. Et je me souviens qu'à l'époque, quand il y avait les sorties horribles de Jean-Marie Le Pen sur les chambres à gaz, etc., on disait, mais enfin, c'est des partis anti-républicains qui devraient être
interdits, qui ne devraient pas s'exprimer à la télévision, qui ne devraient pas avoir les plateaux ouverts. Aujourd'hui, je m'interroge si on ne devrait pas y regarder de plus près, justement, à des candidats qui, par leurs propos anti-républicains, parce qu'ils sont traînés dans les tribunaux pour des propos honteux, eh bien, si on ne devrait pas s'interroger sur leur place dans les médias. Les interdire dans les médias ou les interdire à concourir? Je vous dis que de la même manière que je m'y interrogeais il y a une bonne vingtaine d'années, aujourd'hui je continue à m'interroger parce qu'il y a des propos qui aujourd'hui contribuent... Ça concerne qui, pour être clair? Eh ben, ça concerne ceux qui aujourd'hui sont dans les tribunaux pour des propos honteux. Que... Non, je ne les dis pas. Les Français, ils savent très bien de qui on cause. Les gens mais je parle de l'extrême droite. Vous savez très bien que l'extrême droite française, elle existe dans le pays. Elle a semé, la haine dans notre histoire. Mais vous parlez par exemple aussi de Marine Le Pen? Ah, pour moi, ça fait partie des partis qui ne sont pas républicains. Hein. Oui, mais qu'il faudrait interdire d'une façon ou d'une autre dans les médias? Je vous dis, moi, je continue de m'interroger. D'accord. Merci beaucoup, Fabien Roussel. Rendez-vous à la Courneuve pour la fête de l'humain. Voilà, avec un beau programme. Belle et grande fête avec Souchon, Juice, Ayam, Trio, Valérie Pécresse, Gabriel Attal, Philippe Martinez, tout ça au programme. Voilà. Un beau mélange. Merci beaucoup, Fabien Roussel. Pardon pour le petit retard.